La vie de Marina a changé à jamais à cause d'un simple oubli. Tout a commencé lorsque son mari, Alexei, est parti travailler pendant une semaine supplémentaire comme toujours, sans préavis. Un rapide baiser sur la joue, un sourire automatique et la porte se ferma, la laissant seule dans le silence de l'appartement. 6 années de mariage lui ont appris à vivre avec ses absences, ses réponses évasives sur le travail, sa vie d'homme qui semblait naviguer en eau trouble tandis qu'elle, tel un havre de paix, attendait son retour. Cette fois, cependant, la solitude a apporté quelque chose d'inattendu, un sentiment de soulagement. Non pas qu'elle n'aimait pas Alexei, mais sa présence était comme un poids invisible dans l'air, une ombre qui occupait l'espace sans être vue. Sans lui, Marina pourrait respirer profondément pour la première fois depuis des années. Il décida de profiter de ces journées pour faire un grand ménage. Ce n'était pas que la maison était sale, elle était toujours méticuleuse, mais il y avait des coins oubliés, comme le porche, encombré de boîtes de décoration de Noël, de vieux magazines et de cochonneries qui pourraient un jour servir. Le premier jour, il a vidé le garde-manger, jetant la moitié des affaires accumulées. Dans la seconde, il nettoyait chaque vitre jusqu'à ce qu'elle brille. Dans le troisième, c'était l'heure du balcon. Le soleil brillait fort, promettant une journée chaude. Avec un vieux peignoir, les cheveux attachés en queue de cheval et un seau d'eau, elle s'arme de tissu et de détermination. Il fouillait dans les cartons, jetait ce qui ne servait à rien, dépoussiérait les meubles. Jusqu'à ce que ce soit le tour des plantes. Le ficus d'Alexei, son préféré, occupait près de la moitié de la place dans le coin. Il prenait lui-même soin de la plante, il l'arrosait, pulvérisait les feuilles, la traitait avec un soin qui, parfois, semblait excessif. Marina ne connaissait même pas le nom exact de l'espèce, pour elle, il s'agissait simplement du ficus d'Alexei. Elle a essayé de le déplacer pour nettoyer derrière les toilettes, mais son poids l'a surprise. Il se força le ventre, essaya de se retenir, mais c'était trop tard. Le vase en céramique lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol, dispersant de la terre et des racines sur le sol. « Bon sang !» marmonna-t-il en s'accroupissant pour ramasser les morceaux. C'est alors qu'il aperçut quelque chose d'étrange parmi les fragments, un morceau de plastique bleuté, bien caché. Il le sortit avec précaution et découvrit un paquet hermétique. Lorsqu'il l'ouvrit, son cœur s'arrêta presque. À l'intérieur, empilés en hauteur, se trouvaient des liasses de billets d'1 $, attachés avec des élastiques bancaires. Beaucoup d'argent. Trop pour être normal. À côté d'eux, un faux passeport avec une photo d'homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, même si quelque chose dans le visage, dans les yeux, lui semblait vaguement familier, comme un écho de quelqu'un qu'elle avait connu il y a longtemps. Une clé USB et un dossier contenant des documents marqués « confidentiels » ont complété la découverte. Marina se figea. Ça c'était quoi? Qu'est-ce que tout cela signifiait? Pourquoi Alexei garderait-il une fortune en dollars? Pourquoi un passeport avec une autre identité? Ses mains tremblaient en feuilletant les journaux, termes techniques, graphiques, tableaux incompréhensibles. Et puis, coup final, le nom d'Alexei Melnikov sur une liste d'actionnaires d'une société enregistrée aux îles Vierges. Le sol semble s'ouvrir sous vos pieds. Sa vie, si calme et prévisible, s'est révélée être une farce, un château de cartes sur le point de s'effondrer. Elle se souvint de ses paroles, tout est sous contrôle, Marina. Ce ne sont que de petits problèmes. Tout sera bientôt résolu. Elle avait cru. Il avait cru aveuglément, comme une femme fait confiance à son mari. Mais maintenant, face à cette évidence, je ne savais plus quoi croire. Elle se sentait trahie, utilisée, comme si elle avait vécu à côté d'un étranger. Le monde extérieur, vu de la fenêtre, semblait hostile, méconnaissable. Je ne pouvais pas l'ignorer. J'avais besoin de la vérité. Mais par où commencer? Vers qui se tourner? Les mains serrées, il a tout photographié avec son téléphone portable, les notes, le passeport, les documents, en enregistrant chaque détail. Ensuite, il a remis le tout dans le paquet, l'a enfoui dans la terre du vase cassé et l'a recouvert des éclats, comme si de rien n'était. Cette nuit fut interminable. Des pensées s'affrontaient dans son esprit, la peur, la colère, une sourde douleur de déception. Comment avancer? Comment faire face aux gens?
Comment avait-il pu se tromper à ce point à propos de quelqu'un avec qui il avait partagé des années de vie? Le lendemain, avec le courage qui lui restait, il appela Olga Sergueyevna, son avocate et amie. La voix calme et ferme d'Olga était un baume. « Viens ici. Nous prendrons un café, discuterons et ensuite nous irons au parquet. » Autour d'un café, Olga écoutait tout en silence, sans jugement. Lorsque Marina a terminé, l'avocat a soupiré, « C'est très grave. Si vous ne le signalez pas maintenant, cela pourrait se compliquer plus tard. Mieux vaut prendre l'initiative et coopérer avec les autorités. Ce sera votre meilleure défense. » Ils se sont rendus au parquet. Marina se sentait comme une criminelle, même si elle en était la victime. Au bureau du procureur, un jeune homme sérieux nommé Arlov a écouté attentivement son rapport, posant des questions pointues. Avec l'aide d'Olga, elle a rédigé une déclaration officielle. Arlov a prévenu qu'une enquête serait ouverte et qu'elle pourrait être appelée pour des éclaircissements supplémentaires. En partant, Marina ressentit un soulagement momentané, comme si un fardeau avait été enlevé de ses épaules. Mais je savais que le pire était à venir. Le lendemain, le procureur l'appelle, elle doit comparaître pour une déclaration officielle. Olga l'accompagnait. Des heures de questions exhaustives. Arlov a ensuite annoncé qu'une perquisition serait effectuée dans son appartement. C'est une procédure standard, a-t-il expliqué. Marina hocha la tête, épuisée. La honte l'a consumée devant ses voisins, ses collègues. Je ne savais pas comment j'allais tout expliquer. Mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. La matinée a commencé par le bruit d'une voiture garée devant le bâtiment. Marina, les yeux encore gonflés par des nuits blanches, a ouvert la porte et a trouvé deux hommes en costume sombre et aux expressions sérieuses, accompagnés de témoins officiels. Arlov, avec le même regard pénétrant, a prolongé un mandat de perquisition. Procédure standard, répéta-t-il, comme si ces mots pouvaient alléger le poids de ses papiers. Marina recula, les laissant entrer. L'appartement qui était autrefois son refuge s'est transformé en champ de bataille. Armoires ouvertes, tiroirs vidés, chaque objet examiné avec une minutie clinique. Elle regardait, transpercée, comme si elle regardait un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que les enquêteurs aient les yeux rivés sur le comptoir, et le fameux pot de ficus. Avec des gants chirurgicaux, ils ont retiré les fragments du vase brisé, des liasses de billets jaunis par le temps, un faux passeport portant le nom d'un inconnu et une clé USB. Le tout a été emballé, scellé et étiqueté sous le regard attentif de témoins. Nous apprécions votre coopération, a déclaré sèchement Arlov à la fin. Les documents seront envoyés pour examen médico-légal. Et Marina Sergueyevna, il fit une pause prudente, il serait sage d'engager un avocat. Il y aura d'autres questions. Lorsque la porte se referma, elle resta immobile au milieu de la pièce dévastée. L'odeur de la poussière et du papier broyé mêlée au parfum du ficus se répand désormais sur le sol. Le monde ne s'est pas effondré brusquement, mais sous le poids silencieux et cruel de la réalité. Ce qu'il faut faire? Comment avancer quand chaque objet autour de soi crie à la trahison? 3 jours plus tard, le téléphone sonna. Arlov, à l'autre bout du fil, n'a pas perdu de temps en préambule. Les médecins légistes ont conclu l'analyse de la clé USB. Votre mari est impliqué dans un stratagème de fraude financière à grande échelle. Nous avons découvert un réseau de sociétés écrans utilisés pour blanchir de l'argent. Qui plus est, il faisait l'objet d'une enquête de l'IRS depuis des mois. Votre rapport a accéléré les choses. Marina pressa le téléphone contre son oreille, comme si la pression pouvait arrêter les tremblements dans ses mains. Il est le principal suspect de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent. Le mandat d'arrêt sera bientôt exécuté. Les mots résonnaient dans son esprit comme des marteaux. Prison. Fraude. Lavage. C'était trop. Trop réel. Lorsqu'il raccrocha, les larmes coulèrent sans prévenir, chaudes et amères. Elle n'a pas pleuré pour Alexeï. Elle pleurait pour l'avenir brûlé, pour la naïveté qui l'avait amené à faire aveuglément confiance, pour la vie qu'il allait maintenant falloir reconstruire dans les décombres. Le soir, Olga arrive avec une bouteille de vin et une détermination qui ne laisse aucune place à la faiblesse. Tu dois divorcer.
Maintenant, dit-il sans détour en versant un verre, sinon vous serez entraîné avec lui dans ce bourbier. Marina regarda ses propres mains, marquées par des ongles rongés jusqu'à la chair. J'ai peur d'être seule. Peur de ne pas pouvoir. Et si ça reste, ce sera pire, dit Olga avec fermeté. Vous serez complice aux yeux de la loi, des gens, de vous-même. Ce n'est pas la vie, Marina. C'est un piège. Le silence qui suivit fut rompu seulement par le tintement des couverts. Mais Olga avait raison. Elle l'a toujours fait. Le lendemain, Marina a signé les papiers du divorce. Pas par haine, mais par survie. Il indiquait, en lettres petites et précises, une trahison non seulement conjugale mais criminelle. Il a demandé la protection des biens acquis pendant le mariage, sachant qu'Alexei essaierait de cacher chaque centime sale. Et pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une sorte de soulagement. C'est Arlov qui rappela, 2 jours plus tard, d'une voix toujours aussi impassible. Alexei a été arrêté à l'aéroport. Il a tenté d'entrer dans le pays avec de faux documents. Il est en garde à vue. La nouvelle aurait dû être un coup dur. Mais Marina sentit seulement un vide glacé se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas un soulagement. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la fin d'une époque et le début d'une bataille qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle mènerait jusqu'au dernier recours. Aux investigations, même salle grise, même odeur de vieux café et de papier jauni. Arlov offrit du thé. Elle a refusé. Je ne voulais pas de plaisanterie. Je voulais que ça se termine. Marina Sergeyevna, a commencé l'enquêteur en ajustant ses lunettes, nous comprenons que cette situation est délicate. Mais nous avons besoin de votre entière coopération. La vérité, sans omission. Elle hocha la tête. Il n'y avait plus de place pour les mensonges. Ni pour elle, ni pour eux. Pendant des heures, il répondait à des questions sur les affaires d'Alexei, les dîners avec des partenaires, dont il n'avait jamais remis en question les noms, les déplacements soudains qu'il justifiait par de vagues excuses. Il a avoué sa propre cécité, j'avais confiance. Je n'ai jamais demandé. Et maintenant je vois que la confiance, sans transparence, n'est qu'un autre nom pour désigner la complicité. Connaissiez-vous la société offshore ? A demandé Arlov, étudiant chaque micro-expression de son visage. Non. J'ai trouvé ces papiers dans les toilettes, avec l'argent et le faux passeport. Sa voix n'a pas tremblé. Si je le savais, je ne serais pas là. Je courais, comme lui. L'enquêteur a finalement accepté. À la fin, lorsque les enregistreurs furent éteints, il dit quelque chose qui pesa plus que n'importe quelle accusation. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve de son implication. Vous êtes considéré comme un témoin. Le poids qui se soulevait de ses épaules était presque physique. Ce n'était pas une absolution, mais c'était un début. En partant, il a appelé Olga. Il a été arrêté, murmura-t-il, comme si ces mots risquaient de lui brûler la langue. Je sais, répondit calmement l'ami. Maintenant, respire. Vous avez fait ce qui était bien. Mais Marina savait que la bataille venait à peine de commencer. Le divorce, le partage des biens, les regards condamnateurs de ceux qui l'enviaient. Alexei n'abandonnerait pas sans se battre. Et elle ? Elle non plus. Pour la première fois depuis des années, il ressentait autre chose que la peur, une froide détermination, forgée dans le feu de la trahison. Le même après-midi, il dépose une demande de divorce. Non pas en tant que victime, mais en tant que survivant. Et en signant chaque page, elle se répétait, ce n'est pas la fin. C'est la première étape pour me libérer. En signant les derniers documents, Marina a compris le poids de chaque mot. Il ne s'agissait pas que de papier, ils constituaient des preuves qui pouvaient condamner Alexei, si elles étaient mal interprétées, l'entraîner dans l'abîme. L'enquête n'a pas joué sur le terrain. S'il découvrait qu'elle savait, qu'elle avait fermé les yeux, qu'elle avait signé quelque chose sans poser de questions, la loi n'épargnerait même pas l'épouse trahie. Mais la chance ou la justice était de son côté. Les enquêteurs, après avoir examiné chaque détail, ont reconnu ce qu'elle avait toujours su, elle avait été une pièce du conseil d'administration d'Alexei, pas sa complice. Marina Sergeyevna, vous avez agi de bonne foi et avez pleinement coopéré.
Cela sera pris en considération, a déclaré l'enquêteur Harloff avec une fermeté qui sonnait comme une absolution. Ces mots étaient un baume. Pour la première fois depuis des mois, elle respirait sans que le couteau de la culpabilité ne s'enfonce dans ses côtes. Quelques semaines plus tard, le téléphone sonna. De l'autre côté, la voix tranchante de la procureure Litovskaya, une femme dont le regard semblait dissoudre les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés. « Marina, j'ai étudié ton cas. Tu es dans une situation difficile, mais je veux que tu saches, tu n'es pas seule. » Il n'y avait pas de plaisanterie vide de sens, juste la précision de quelqu'un qui domine le jeu, le processus sera implacable. Nous démantelons tous les plans de votre mari et il paiera pour tout. Marina hocha la tête, non par soumission, mais parce qu'elle n'en doutait plus. Et vous, poursuivit Litovskaya, vos droits seront protégés. Nous ne permettrons pas que vous vous retrouviez sans rien. Le procureur a détaillé les mesures, avoir gelé, avoir traqué, chaque centime ça l'empêchait de s'échapper. La justice est aussi réparation, a-t-il conclu. Pour la première fois, Marina sentit que la balance n'était pas seulement équilibrée, elle penchait en sa faveur. Le tribunal a reconnu son droit à l'appartement. Un soulagement si physique qu'elle sentit ses épaules s'effondrer, comme si elle portait des pierres depuis des années. Cet espace était son refuge, son territoire conquis à force de sueur et de rêves, bien avant qu'Alexei n'entre dans sa vie avec des promesses empoisonnées. Bien entendu, ses avocats ont tenté de le lui voler. Ils ont fait valoir que la rénovation, luxueuse, payée avec de l'argent sale avait augmenté la valeur de la propriété et qu'elle devrait donc la partager. Mais Olga Sergueyevna, son amie et avocate, était prête. Document en main, il prouvait que chaque brique, chaque tuile avait été payée avec ses économies ou avec l'aide de ses parents. L'argent illégal n'achète pas de droits, a-t-il déclaré devant le juge. Et la justice, pour la deuxième fois, était de son côté. Le divorce a été rapide. Alexei, enchaîné à ses propres mensonges, n'a pas eu la force de prolonger l'agonie. Il savait que chaque manœuvre ne ferait que nuire davantage à son nom et à sa liberté. Ils n'ont réussi qu'à reporter le partage des actifs, invoquant l'expertise nécessaire. Mais Marina ne tremblait plus. La patience était sa nouvelle arme. Pendant qu'il pourrissait en prison, en attendant son procès, elle reconstruisait sa vie, brique par brique. Les avoirs liés à la fraude d'Alexei ont été bloqués. Chaque transaction, chaque bien suspect, décortiqué à la loupe de l'État. Marina évitait d'y penser. L'idée que, pendant des années, elle avait vécu du crime la rendait malade. Je voulais oublier, brûler ses souvenirs comme si je brûlais de faux billets. Alexei n'était plus qu'un fantôme. Je ne lui ai pas rendu visite, je n'ai pas répondu aux lettres désespérées qu'il envoyait depuis la prison. La haine s'était dissipée, remplacée par un vide indifférent. Parfois je rêvais de lui, petit, suppliant, tendant les mains comme un mendiant. Mais quand il s'est réveillé, il a secoué l'image comme la poussière de ses pieds. Il avait choisi sa voie. Maintenant, il récoltait ce qu'il avait semé. Marina renaît avec une clarté perçante. La confiance est précieuse, mais l'ignorance est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Il a appris à lire entre les lignes des contrats, à remettre en question, à protéger bec et ongle ce qui lui appartenait. Je n'avais plus peur de l'avenir. Au contraire, je l'ai vu comme un champ ouvert, plein de possibilités qu'avant je n'osais même pas imaginer. Elle croyait toujours à l'amour, certes, mais à un amour construit sur des bases solides, le respect, la transparence, la certitude que, de l'autre côté, il y avait quelqu'un prêt à se battre avec elle, pas contre elle. Le jour où il a acheté le nouveau ficus, il a su qu'il scellait un rituel. Il ne s'agissait pas d'un de ces monstres exubérants qu'Alexei exhibait en guise de trophée, mais d'une petite plante modeste dans un pot en argile sans prétention. Il l'a placée dans la fenêtre de la chambre, où la lumière du matin embrassait ses feuilles vertes. Chaque fois qu'il se réveillait et le voyait, il sentait quelque chose se réorganiser en lui, ce n'était pas qu'un symbole. C'était une promesse. Une vie sans masque, sans peur, sans l'ombre d'un homme qui n'avait jamais mérité son nom. Maintenant, enfin, elle était son propre homme. Et cela seul était une victoire suffisante.